Pascal Perrault, bonjour. Bonjour. Vous êtes le secrétaire général du groupe Initiative Afrique, un des think tanks africains. Vous avez vécu vos 20 premières années de jeunesse au Sénégal. Ensuite, vous avez suivi un cursus qui vous a mené à l'Institut d'études politiques de Paris, à l'ISA, avec un MBA, HEC et un DS en développement à la Sorbonne. L'audiovisuel, vous connaissez pour avoir été directeur général adjoint de Canal Horizon au groupe Canal+. Ça, c'est pour faire court. Mais le prétexte de cette émission, c'est également ce colloque international, une journée de reconnaissance et d'hommage à la mémoire de feu le général Lamine Cissé. Pour retenir dans ce colloque qu'il y avait une conférence inaugurale, mais aussi 5 panels simultanés. Autour de ces thématiques, nous pouvons retenir le leadership, mais également la gouvernance, l'éthique, la diplomatie, entre autres, bien sûr. Oui, le général Lamine Cissé, parlons-en, Pascal Perrault, l'homme, vous connaissez. Mais avec le recul aujourd'hui, que pouvons-nous retenir à partir de tout ce qui a été développé durant ce colloque et l'homme en question? Merci d'avoir fait cette présentation qui plonge un peu dans l'histoire, parce que pour comprendre mon attachement au général Cissé, il faut voir aussi la filiation un peu historique qui nous a liés. En fait, mon attachement personnel au Sénégal, après ces 20 années, puis le fait que j'ai également travaillé en partie dans le groupe familial, qui était notamment le groupe qui avait mon père qui avait créé le Djek Boudiar, le fameux Djek Boudiar. Le général Cissé m'appelait souvent avec son petit, c'était un homme plein d'humour, son petit humour, ah monsieur Djek Boudiar. Il me présentait comme ça, c'était peut-être il avait choisi ça comme peut-être la meilleure introduction qu'il pouvait avoir sur moi. En tout cas, c'est pour dire que cette histoire de lien affectif dans ce think tank et de confiance qui existe entre beaucoup de gens de ce think tank dont on va parler puise ses racines de très loin dans l'histoire, depuis le collège de Han avec monsieur André Sonko qui est l'ancien ministre, qui est un ami très cher et fondateur au départ. Ancien ministre de l'Éducation nationale, absolument. Et ceci nous a conduit, si vous voulez, après, cette histoire de l'adolescence, etc., de l'université, où j'ai fait aussi 2 années à l'université avec lui, ici, à l'université de Dakar, au départ, a fait que, même séparés géographiquement, moi en Europe, lui ici, on avait toujours ce sentiment, cette envie de tisser, de garder nos liens affectifs. Et Dieu sait que c'était l'époque où on commençait à parler de l'afropessimisme. Et donc moi, ça me révoltait cette histoire. Et donc de France, avec mon ami André, on avait ces discussions et on avait dit mais c'est pas possible qu'il y ait des malentendus qui s'églissent comme ça. Et donc on a organisé déjà des petites réunions en France où ils venaient à l'occasion, on discutait, etc. Et puis, plus tard, s'est créé, dans le cadre de l'Institut Aspen, des relations plus importantes qui ont amené à ce qu'on appelait les journées d'Annecy, où tous les 2 ans, il y avait une réunion Europe-Afrique sur un des principaux think tanks français qui s'appelle l'Institut Aspen. Et tout ça, c'était en 94, et tout ça, ça a amené en 2000, tous les 2 ans, il y avait ces réunions où beaucoup de pays africains sont venus, beaucoup de personnes d'origine différentes, et donc en 2011, on a créé le groupe Initiative Afrique. Et c'est là où j'ai été amené à connaître le général Cissé, et des liens d'amitié nous ont beaucoup unis, et je dois dire que c'est un modèle pour moi c'est un très grand homme de l'Afrique, et j'étais très honoré de venir pour ce colloque, alors, pour lequel nous sommes partenaires. Oui, nous restons justement avec les idées développées par le général Lamine Cissé. Il parlait des difficultés des pays africains en ces termes. Alors, que disait-il réellement? Que le règlement des questions d'infrastructure et des besoins sociaux est concomitant aux questions stratégiques déjà. Pour retenir quoi?
Je crois qu'il souligne là un problème, je dirais, clé et qui correspond bien à sa personnalité aussi. C'est-à-dire que le général Cissé était non seulement, je crois, un grand militaire, un grand homme d'honneur et grand militaire, mais en même temps, c'était quelqu'un qui avait toujours le sens de l'écoute. L'humilité, c'est pour ça qu'il a fait beaucoup de médiation, donc la compréhension des environnements. Et un des constats que nous avons fait lors d'une des conférences qui s'est tenue sur la jeunesse, c'était justement que l'aspect sécuritaire ne pouvait pas se régler simplement par la force. Et c'est là déjà le défi pour lui. Le défi pour les gouvernants africains consiste justement à parvenir à mener le combat sur ces deux fronts, disait-il. Absolument, absolument. C'est-à-dire que si la raison d'être de ces dérèglements n'est pas adressée directement, le tout sécuritaire ne suffira pas, ne marchera pas. Et comme il l'exprime très justement, il dit deux mots-clés. Il dit les problèmes sociaux et il dit les problèmes d'infrastructure. Oui. Et dans cet esprit, dans cette analyse, il résume vraiment l'action que tous, dans le groupe, nous essayons de mener, à la fois sur le plan think tank et sur le plan action tank. Mais alors, sur le plan think tank, oui, plus loin, action tank, vous avez dit, mais aujourd'hui, les problématiques sont là, en face de nous. Je vous parlais de la violence, mais la violence, par qui? Par la jeunesse africaine. Aujourd'hui, beaucoup de jeunes sont désemparés. Vous avez suivi l'épisode, cette fameuse épisode de l'immigration clandestine. De ce point de vue, quelle appréhension faites-vous de la définition et de l'application de nos politiques publiques face à une jeunesse désemparée? Je pense que la réponse à cette question suppose véritablement d'approfondir les choses et c'est ce que nous avons essayé de faire dans le groupe. C'est-à-dire, tous les 2 ans, à peu près, nous avons une grande conférence à Yamoussoukro. Et pour arriver à la conclusion synthétisée par le général, nous sommes passés par plusieurs conférences, avec cette idée toujours de ne pas repartir à zéro, mais de consolider l'analyse. Et les 2 dernières conférences résument exactement la problématique que vous venez d'évoquer. La conférence de 2014 était intitulée « Bombe à retardement, jeunesse africaine, bombe à retardement ou opportunité historique ». Donc nous avions à l'époque souligné ce que vous venez d'évoquer, c'est-à-dire que le malaise de la jeunesse était un malaise qui était parfaitement discernable, compréhensible, dans la mesure où le besoin essentiel de la jeunesse, qui sont quand même des besoins finalement d'une activité, d'un travail, bien que certains dérivatifs comme le sport sont des éléments importants pour l'éduquer, mais l'espèce de déshérence dans lesquelles elle était, notamment après les promesses que le politique lui avait faites sur les emplois, ont généré cette espèce de frustration. Et à l'époque, nous avions attiré l'attention en disant attention, il y a un tsunami qui est en train de se préparer. Et découlait d'où ce tsunami? Alors, ce tsunami découlait du fait que, d'une certaine manière, il y avait ce problème de fait, c'est-à-dire que la jeunesse était très frustrée, dans la mesure où le besoin essentiel du travail ne se retrouve pas, que les promesses des politiques ne s'avéraient pas dans la réalité tenues, et en finale, que cette jeunesse avait plutôt tendance, je dirais, à se retrouver un peu en cercle fermé, avec ses moyens de communication à elle, c'est-à-dire qu'elle avait d'un côté le sentiment que les problèmes ne faisaient que s'accroître, elle avait de plus en plus d'isolement vis-à-vis de la génération précédente, c'est-à-dire les systèmes de transmission ne fonctionnaient plus aussi bien,
Et que tout ça, projeté dans je dirais les directions qui attendaient, ne pouvait que générer une bombe à retardement. Et donc, nous nous étions tout de suite posé la question, parce qu'il ne s'agissait pas seulement d'analyser, qu'est-ce qu'il fallait faire. Oui, mais avant de constater, ou bien même de dégager la perspective, le constat a été fait que là, vous avez en face de vous une bombe à retardement. Absolument. Oui, et que vous avez bien décliné d'ailleurs en termes d'explication. Absolument, oui. C'est-à-dire que l'explication que je viens de débaucher, hein, parce qu'elle elle est beaucoup plus creusée. D'ailleurs, vous voyez, ça c'est les conclusions avec les recommandations, parce que nos conférences visent toujours à être très concrètement. Elles durent assez longtemps pour approfondir, mais en même temps faire des propositions concrètes. Oui. Donc, je dirais, les solutions tournaient autour de deux changements importants de paradigme. La première, c'est qu'il fallait vraiment considérer la jeunesse. Il ne fallait pas la laisser dériver, qu'il fallait aller au-devant d'elle. Donc mettre la jeunesse au cœur des politiques, écouter la jeunesse. Ça, c'était le premier changement de paradigme par rapport à ce qu'on observait. Parce que vous avez observé, tout en constatant ces ruptures entre cette jeunesse et l'élite politique, par exemple. Oui. Tout à fait. Oui. Et le deuxième changement de paradigme, c'était de dire de quoi la jeunesse a-t-elle le plus besoin aujourd'hui? De quoi? De l'emploi. Voilà, elle est à 80% ou 85% sans emploi. On le sait bien. Donc, le deuxième changement de paradigme que nous avions préconisé, c'était de dire arrêtons d'en parler, hein, mais mettons vraiment l'emploi au cœur de la politique économique. Comment arriver à ça? Et donc, c'est à partir de cette... Et en disant la situation est urgente, la situation est très, très risquée, et pour le moment, c'est plutôt la bombe qui se profile à l'horizon. C'était en 2014. Oui. 15 jours après, il y avait les premiers événements du Burkina. Et on voit récemment ce qui s'est passé aujourd'hui après le Covid au Sénégal. Mais justement, parce que cette situation, elle a été exacerbée par le Covid. Absolument. Oui. Mais est-ce que le Covid n'a pas fait simplement effet de loupe sur quelque chose qui est là? C'est la question. Quelque chose qui est là. C'est une question, c'est une question vraiment posée. Mais je pense que l'avenir le dira. Hein, mais en tout cas, les explosions, entre guillemets, ont commencé à se passer. Donc, je crois qu'il est très urgent d'essayer de considérer maintenant quelles sont les solutions que nous préconisions par rapport à cette dérive. Oui, mais à cette dérive, elle a été violente au regard des derniers développements que le Sénégal a connus. Là aussi, ça nécessite ou ça mérite une réflexion. Absolument. Je pense que comment dirais-je, et là on rejoint ce que disait le général, c'est-à-dire que ce problème social, s'il n'y a pas un minimum de prise en considération du décalage qu'il peut y avoir entre un secteur informel qui forcément a énormément souffert dans cette situation, puisque par définition c'est un secteur qui vit au jour le jour, et par rapport à d'autres qui avaient, je dirais, une élite si vous voulez, qui avait quand même beaucoup plus de facilité et plus de l'argent qui est arrivé dans le pays, soi-disant pour le Covid, mais qu'on n'a pas toujours vu en finale ce que ça apportait aux gens au jour le jour. Donc cet effet grossissant sur je dirais, c'est plus qu'une insatisfaction. Il y avait vraiment, je dirais, un appauvrissement. C'est-à-dire que certaines régions, certains groupes de personnes frôlaient vraiment la misère. Donc voilà. Pour ne pas dire être dans la misère. Voilà. Oui. Mais alors, Pascal Bayrou, justement, vous l'avez décrit cette situation. Oui, mais il a été accompagné d'une certaine violence sur le terrain. Par qui? Par cette même jeunesse. Mais aujourd'hui, à regarder de plus près cette situation, certainement se pose la problématique de la sécurité ou de l'insécurité, parce que de la même manière que vous avez assisté à des bouleversements, à des manifestations, mais ces manifestations sont accompagnées aussi d'insécurité. Mais totalement. C'est-à-dire que si on n'attaque pas les choses au fond, c'est-à-dire si on ne traite pas le problème à la base, ceci ne peut que se reproduire de façon de plus en plus catastrophique. Parce que ce degré de frustration
détermination, ce degré de colère, d'oisiveté, de colère, oui. Ne pourra pas être sans conséquence. Donc si on ne traite pas les choses au fond, je dirais, les courbes vont vers, je dirais, une frustration qui ne peut qu'augmenter. Mais analyser à partir des signaux qui nous apparaissent. Parmi ces signaux-là, on nous a parlé de forces occultes. Je fais allusion aux dernières manifestations, avec les dernières réactions des autorités qui parlent de forces occultes. Avec le recul, que vous inspire de telles accusations? Avec le recul, on ne peut pas rentrer dans ce discours-là, puisque déjà depuis presque 10 ans, nous annoncions ces choses-là. Donc ce n'est pas des forces occultes, ce sont des constats. Ce sont des constats qu'aujourd'hui, 80 à 85% des jeunes sont sans travail véritable, et que si cette solution, si on ne trouve pas des remèdes à cette solution, or ces remèdes existent, si on ne trouve pas de remèdes à cette solution, je dirais l'évolution va être extrêmement préoccupante, puisque on prévoit qu'en 2035, 3 jeunes sur 5 seront africains. Donc c'est non seulement une bombe à retardement, entre guillemets, qui risque vraiment de sa déflagration en Afrique, mais je dirais c'est vraiment le monde entier qui peut en être affecté. Oui, alors nous restons toujours dans le diagnostic, parce que nous sommes justement dans le cadre d'un think tank qui réfléchit, qui analyse à partir de faits, à partir de signaux, mais là également, Pascal Pérou, le problème de l'insécurité non seulement se pose, mais c'est à partir aussi des phénomènes sociaux qui s'accumulent aujourd'hui. Alors là, c'est un autre point de réflexion. Alors, je dirais je quitterai un moment le Sénégal pour passer à un autre pays qui est le Mali, par exemple, dans lequel on voit finalement une désagrégation qui peut préfigurer celle qui peut arriver ailleurs si on n'y remédie pas. Si on voit la situation au Mali telle qu'elle se déroule, on a un système, on voit une évolution dans laquelle la société, à un moment donné, se révolte au point que la gouvernance ne paraît plus acceptable. On a vu, c'est d'abord le M5, plus après voilà. On est dans un schéma qui est un schéma qui malheureusement, on espérait qu'il allait aller dans le bon sens, parce que la gouvernance était très attaquée de façon évidente. Ça paraissait être quelque chose de très problématique. Mais est-ce qu'on n'assiste pas à un possible recul en arrière, encore plus grave? On peut se poser la question. Donc par rapport à cette situation, et c'est là où on rejoint un peu ce que disait le général Cissé, avec lequel nous avions participé à ces réflexions aussi sur le Mali. Le général Cissé disait la chose suivante. Il disait, oui, c'est très important d'avoir une politique sécuritaire qui contre des déstabilisations de type djihadiste ou d'ingérence extérieure, etc. Mais si on ne remédie pas fondamentalement au problème des jeunes, on ne fait que retarder le problème pour l'aggraver. Or, qu'est-ce qui est en train de se passer? Malheureusement, on a le sentiment que c'est ça auquel on risque d'arriver. Et c'est là où je voudrais parler des deux changements de paradigme sur lesquels il nous paraît absolument nécessaire d'aller pour transformer la situation de la bombe en situation d'opportunité. Oui, mais justement, on ne peut pas en parler sans évoquer un point essentiel sur lequel déjà insistait le général Feu, le général Lamine Cissé, c'est l'État, la puissance de l'État. Alors finalement, assistons-nous à l'affaiblissement de l'État ou à une nécessité de sa refondation? Qu'en est-il réellement à ce niveau? Alors, je dirais que l'État est interpellé dans ce que vous dites. Nous avons fait une conférence d'ailleurs totale, complètement, qu'on peut retrouver sur le site du groupe Initiative Afrique, qui s'appelle « Comment renforcer l'efficacité de l'État ». Ça, c'était même avant la jeunesse et avant l'intégration. Donc, apparemment, vous avez tout prédit. Non, on a vraiment réfléchi là-dessus, c'est-à-dire que apparemment, nous avons creusé et nous avons fait des recommandations de manière très, très, très sérieuse, très, très argumentée, mais malheureusement, ce qu'on peut dire, c'est qu'on n'a pas été vraiment suivi. Mais
Rafraîchissez-nous là. Je vais vous rafraîchir, si je peux m'exprimer ainsi. Mais quand on a étudié l'État, on s'est rencontré de certains dysfonctionnements de l'État, dans le sens que on avait plutôt le sentiment, je ne veux pas rentrer dans un cas particulier, mais d'une manière générale, qu'on avait, ça c'était en 2013, qu'on avait vraiment un État qui n'était pas vraiment un État développementiste. C'est-à-dire que la vision de développement, elle était, comment dirais-je, elle ne paraissait pas vraiment réaliste, d'une part. Et la deuxième chose, c'était que dans cet état développementiste dans lequel nous, on ne voyait pas où était le secteur privé. Or, à notre connaissance, le véritable créateur d'emplois, ça ne peut être que le secteur privé, parce que l'État, il a ses limites. Aujourd'hui, il craque de toutes parts. Donc, on constatait que partout, il y avait des écosystèmes qui n'étaient pas du tout favorables à l'émergence du secteur privé local. Et que ce décalage entre un État qui faisait d'énormes promesses, une population qui grandissait et une machine à fabriquer de la richesse et des emplois qui ne fonctionnaient pas. Et donc ça, nous avions, je dirais, caractérisé cette situation comme un manque d'esprit développementiste de l'État, mais réaliste dans son développement. Donc ça, c'était, et en même temps, cette idée que là aussi, la compétence lui-même de l'État dans la maîtrise de cette vision économique était insuffisante. Bon. Et en même temps, et dernier point, c'est que l'aide, telle qu'elle était utilisée, était une aide dont la répartition était loin d'être optimisée. C'est-à-dire, oui, l'État est important, mais l'État doit fournir un cadre dans lequel la société civile s'épanouit et dans lequel le secteur privé se développe. Donc nous sommes arrivés à la suite de cette analyse, à la conclusion que l'État devait absolument se réformer. Se réformer dans quel sens? Dans le sens d'avoir un écosystème qui permette de libérer l'énergie du secteur privé. Donc ça, c'était, je dirais, le premier constat qui était très important. Et quand nous avons étudié la jeunesse après, que nous avons fait le rapprochement entre les deux, nous sommes arrivés à la conclusion que même si l'État je dirais, arriver à changer son modèle, c'est-à-dire à passer à l'état développementiste qui pousse l'écosystème du secteur privé, c'est-à-dire qu'on libère au maximum la facilité d'investissement dans le vrai, ça ne suffirait probablement pas au niveau des États, par exemple de la région CEDEAO ou UEMOA, parce que ces États étaient trop petits. Et que, donc une vision sous-régionale. Voilà. On n'échappait pas à une vision sous-régionale pour atteindre l'objectif. Oui, mais l'objectif, comment atteindre cette vision sous-régionale en ne mettant pas en place une politique d'industrialisation efficace? Voilà. Alors là, on est vraiment, comment dirais-je, au cœur du deuxième problème de l'État. On l'a vu. Problème du secteur privé. Oui. Le secteur privé est un secteur privé. De toute façon, grosso modo, le problème, il est économique. Le problème est économique. C'est-à-dire que, fondamentalement, c'est ça la vraie réponse. En quoi? Alors, le problème est économique dans le sens où, d'une part, les éléments... il faut savoir que l'OIT, l'Office international du travail, montre bien que 85% des emplois dans le monde sont créés par le secteur privé. Or, aujourd'hui, vous avez un secteur privé ici national qui représente même pas 20% de la richesse. C'est clair. Donc, je veux dire, il y a une anomalie. D'où vient cette anomalie? Cette anomalie vient de deux choses. Elle vient, si vous voulez, peut-être d'un retard à l'allumage du développement, je dirais, du secteur privé national. Mais aujourd'hui, beaucoup de nationaux, de locaux ont la capacité de vraiment développer l'industrie, de développer l'économie. Et parmi ces problèmes, s'y ajoute la monnaie également. Bien sûr. C'est-à-dire que, effectivement, le changement de l'écosystème doit prendre en compte plusieurs aspects. Le premier aspect, c'est celui-là, c'est-à-dire passer d'une économie qui est plutôt une économie de rente, d'importation, avec on fait des accords de marché, etc., à une économie de développement. On investit, on développe des filières, etc. Développer ces filières, au niveau national, ça a ses limites. Au niveau régional, c'est tout à fait cohérent. Les pays sont complémentaires. Mais
là aussi, pour avoir une filière, si on analyse les secteurs, on voit par exemple la politique agro-industrielle. Elle est parfaitement, et la capacité d'industrialiser, de transformer les pays sur place. Il est parfaitement raisonnable. On a une population très importante qui est largement insatisfaite d'une certaine manière, dont elle a des besoins de consommation. Donc la possibilité dans les produits de base, que ce soit pour toute l'alimentation, ne serait-ce que le riz, pour le café, toutes les zones sont complémentaires. Par exemple, le Sénégal a une très grande capacité en matière de produits maraîchers. Le Mali, c'est un très grand produit agricole potentiel. Vous avez le coton. Le coton, on peut avec le coton du Mali, on peut vraiment satisfaire tous les besoins d'utilisation de coton dans toute la sous-région. C'est aussi la possibilité d'avoir du mil. Bon, toute la région de Tombouctou là-bas, avec un projet qui s'appelle le barrage de Taoussa, on peut faire des cultures de mil, mais en même temps, c'est la seule région de toute cette Afrique de l'Ouest dans laquelle on peut faire vraiment du blé. Il y a un microclimat sur une vaste région qui permet de faire le blé. La Mauritanie, c'est le poisson de mer que tout le monde adore, mais ils adorent aussi prendre le mil du Mali. Bon, la Côte d'Ivoire, café cacao, elle peut très bien satisfaire aux besoins de tout le monde, de tous les produits qui sont transformés. Donc vous voyez que cette complémentarité, elle est naturellement une des solutions naturelles à ce que on évoquait comme possibilité de trouver les emplois dans la transformation industrielle. Mais pour arriver, pour arriver à ça, pour arriver à pouvoir utiliser ça, il faut avoir une politique cohérente. C'est-à-dire, la première des choses, c'est d'arriver à ce que les investissements d'infrastructures qui relient tous ces pays soient effectués de manière à ce qu'on ait une fluidité dans toute la région. Or, pour permettre de développer la chaîne de valeur. La chaîne de valeur. Et mettre tout ça en synergie. C'est-à-dire que si le Sénégal fournit avec ses produits maraîchers, etc., une grande partie il va créer des emplois à la hauteur d'un marché qui c'est le marché. Mais cela passe par des accords. Cela passe par les accords. Ces accords existent en théorie. Aujourd'hui, prenons l'exemple du corridor entre le Sénégal et le Mali. Aujourd'hui, vous avez 1000 camions qui passent. 1000 camions qui passent par jour, c'est énorme. Mais ces 1000 camions, ils sont arrêtés environ 20 fois sur le parcours, avec des problèmes incroyables. Bon, donc voilà. On en parle depuis longtemps. Mais alors, est-ce qu'il y a des solutions? Mais oui, il y a vraiment des solutions. Et c'est même des solutions CEDEAO. Pourquoi? Parce que ne sont pas respectées. Voilà. Et c'est ça le problème. Et l'idée, voilà une idée sur laquelle nous nous battons. La circulation des biens et des services, mais du point de vue dans l'application, réside le problème aussi. Voilà. Mais l'idée que nous préconisons aujourd'hui, c'est l'idée de faire que les postes frontières, puisque toute la région est commune, c'est comme l'Europe, comme l'Europe a fait. C'est-à-dire en Europe, entre les pays, ça circule librement. C'est comme ça que comment dirais-je, les grandes années de l'Europe a monté son économie, c'est quand elle a fluidifié toute cette économie. Bon. Et donc, il est parfaitement légal aujourd'hui, c'est même la règle de la CEDEAO, de faire en sorte que les postes douaniers, par exemple entre le Mali et le Sénégal, se fassent dans les ports, dans le port de Dakar, avec 2 postes de douane juxtaposés et avec un portique, un scanner pour vérifier tout ça. Avec l'informatique, avec la digitalisation, en appliquant simplement les règles aujourd'hui, il est parfaitement possible de régler ce problème et de faire en sorte que la fluidité, qu'il n'y ait plus ces barrages absolument... C'est la disparition des micro-États. Alors, pas du tout. Parce que, avec l'Europe, est-ce que les États ont disparu et l'Europe économique? Au contraire, ils se sont tous enrichis. Les fameuses, les grandes années de l'Europe, je ne parle même pas de l'euro, je parle du fait que quand on a mis des frontières uniquement à l'extérieur et qu'on a libéralisé tout, en France, vous n'avez plus de frontières entre la France et l'Allemagne, c'est là où l'économie a fait un saut terrible. Donc, je prends cet exemple-là. Je prends un autre exemple. Par exemple, sur le corridor Nouakchott-Bamako. Et pouvant aller plus loin. Sur le corridor Nouakchott-Bamako, il y a aujourd'hui une route qui existe, mais qui n'est pas idéale, mais elle existe. Ils ont la Mauritanie, comme vous savez, a des ressources de gaz énormes. Bon.
la Mauritanie veut s'insérer dans la CEDEAO. Vous savez, ils sont revenus, etc. Bon. Et donc l'idée d'avoir un de nos projets, c'est de mettre en synergie tous les corridors. Et donc le corridor Bamako-Nouakchott, l'idée c'est d'une part c'est la barrière verte qui va se faire avec la BAD a déjà voté, mais d'un autre côté fluidifier aussi le même système de mettre le port plus de entre la Mauritanie et ça se ferait dans le port de Nouakchott, et les réserves de gaz serviraient, je dirais, à faire en sorte que tous les 30 km par exemple, on creuse un puits, on met l'électricité tout le long de la route, et vous savez, les villages vont se déplacer, ils ont l'électricité, l'eau, voilà. Et là vous sécurisez parce que vous créez, et en même temps que vous faites ces investissements d'infrastructures qui ne sont pas énormes en chiffres absolus, quand vous faites ces investissements d'infrastructures, vous faites aussi plein de petits métiers tout autour, c'est-à-dire que la route amène la vie économique. C'est clair. Et vous savez très bien il y avait une théorie d'ailleurs du président malien à l'époque, qui était de dire les zones frontières vont devenir des zones de richesse, parce que traditionnellement il y avait beaucoup d'activités économiques autour de ça. Et donc l'idée c'est de combiner ceci avec un investissement, de faire le barrage de Taoussa qui est déjà depuis 10 ans sur les plans. Taoussa c'est situé entre Tombouctou et pas loin de Tombouctou, dans cette zone-là, dans laquelle c'est même pas un barrage énorme, mais c'est un barrage qui peut mettre en valeur toute la région, parce que je dirais c'est une zone qui peut produire, c'est une zone, et je dirais tout ça peut fixer les populations. L'idée c'est de fixer les populations, et avec cette possibilité de faire que ces corridors iront jusqu'au Tchad, on a un changement de physionomie qui fait que tous les gens ne vont pas s'agglomérer sur Dakar, etc., mais que les possibilités de mise en valeur de tous ces territoires sont la solution à l'émergence, je dirais, d'une possible industrialisation réaliste, parce que l'ensemble aura une possibilité de déboucher de produits qui vont permettre l'industrialisation de ça. Mais ça, c'est dans le cadre de la CEDEAO. C'est dans le cadre de la CEDEAO. Suivant les accords maintenant qui sont signés aujourd'hui, mais face à l'OMC également, quand on élargit le débat du point de vue géopolitique, il y a aussi des goulots d'étranglement, Pascal Féroux. Absolument. Vous avez raison, et c'est pour ça que je parlais tout à l'heure de cohérence. Oui. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas que de faire ça. Il faut que les choses arrivent en parallèle. Oui. Mais là, on retrouve le CFA, aussi. et là, on retrouve les politiques commerciales. C'est-à-dire que, effectivement, aujourd'hui, cette zone africaine est la zone la plus poreuse au niveau, je dirais, douanier. Or, aucun pays ne s'est développé sans avoir au minimum protégé dans les industries naissantes un minimum ces industries-là. Or, l'agro-industrie, par définition, c'est une industrie qui sert, le marché est évident puisque les gens mangent tous les jours. Donc, la maîtrise de cette agro-industrie suppose d'avoir un minimum de cordon douanier dans les filières intelligentes. C'est-à-dire, on n'est pas obligé de... Et ça, l'OMC, et c'est pour ça que ça va être intéressant avec la nouvelle Nigériane qui est à la tête de l'OMC, ceci est parfaitement négociable. De même que les accords d'APE qui étaient négociés avec l'Europe, ces accords d'APE qui ont tendu plutôt à diviser les pays, puisque le Cameroun les a acceptés. Bon, il faut renégocier ça. C'est-à-dire qu'il faut que l'Afrique aujourd'hui ait sa capacité de négociation, je dirais, au niveau sous-régional. Or, c'est possible. Chaque pays ne peut pas négocier individuellement. Vous savez, les négociations internationales, c'est très compliqué. Sur le Brexit, il y avait 3500 négociateurs. 3500. Donc, ce n'est pas les petits pays qui vont arriver à gérer cette optimisation. Mais la CEDEAO existe, elle est là. Elle a sa vocation à jouer ce rôle de pôle d'entraînement de la région. Donc, ma conclusion par rapport à la problématique que vous posez, c'est de dire oui, c'est pas simple, mais c'est faisable. Et les instruments existent. Parce que les communautés économiques régionales, elles ont pour but, avant tout l'économie. Donc là, on parle de quoi? On parle d'économie. Et elles doivent maîtriser les différents aspects d'une politique économique, c'est-à-dire les investissements en infrastructure, le développement du secteur privé, la monnaie,
parce que la monnaie aussi, la monnaie, il ne faut pas en faire un tabou. C'est un des éléments de cette politique. Oui. La monnaie doit être au service d'un développement. Mais il faut que on ne peut pas dire on va faire le CFA pour le CFA. Le CFA, pourquoi faire? Le CFA, qui est probablement surévalué pour produire localement. C'est clair. Bon, on peut très bien, voilà, ça nous oriente vers. Bon, et puis le dernier point sur lequel il ne faut pas avoir peur, hein, il faut dire la négociation avec le Nigeria. Il faut faire les choses avec le Nigeria. Il faut, voilà, les jeunes, on en revient au problème des jeunes. Oui. Les jeunes sont beaucoup plus ouverts. Ils pratiquent les langues étrangères plus que nous maintenant. Ils sont beaucoup moins. Mais écoutez, il faut un changement de génération. Oui, c'est à eux de faire ça. Ils ont leur propre outil de réflexion. Quand voilà. je parle d'outils de réflexion, ce sont justement les réseaux sociaux. Vous êtes un ancien directeur général adjoint de Canal Horizon, mais de ce point de vue aujourd'hui, avec les outils de réflexion, il faut en parler aujourd'hui, à tort ou à raison aujourd'hui, avec cette jeunesse désemparée. Un point très important sur lequel nous sommes en train on fête nos 10 ans là maintenant, 2021-2011, donc sur lequel nous avons démarré quelque chose dans lequel nous croyons très fort. C'est quoi? C'est-à-dire l'engagement des jeunes. Nous avons créé, disons, Groupe Initiative Afrique, l'abréviation c'est GIAF. Nous avons créé un GIAF Junior. Okay. Et ce GIAF Junior, en fait, part de justement tous ces éléments dont je vous ai parlé, qui ont été travaillés par les seniors d'une certaine manière de travail, etc., qui ont vraiment sont des analyses en profondeur avec des recommandations précises. Mais pour que les jeunes arrivent à les partager, il faut qu'ils se les approprient, n'est-ce pas? Et donc nous avons imaginé un système dans lequel il y a une cellule du GIAF qui est une cellule jeune, et dont l'animatrice aujourd'hui, la coordinatrice, est d'ailleurs la fille du général Cissé, Fatou Cissé. Et l'idée, c'est que sur la jeunesse, sur les problèmes dont je vous ai parlé, c'est-à-dire les 2 dernières grandes conférences, on a découpé un webinaire par mois, 5 webinaires sur la jeunesse, 5 webinaires sur l'intégration régionale. Et ce sont les jeunes qui posent les questions. C'est-à-dire qu'ils ont dit, par exemple, le dernier webinaire qu'on a eu, c'est les femmes africaines et le développement, trajectoire et perspective. Et on prend différentes femmes dans différents pays, puisqu'on est dans plusieurs pays. Donc, chaque fois, en fait, nos réflexions, des seniors, entre guillemets, qui ont développé ces recommandations, sont analysées par eux, avec leurs questionnements. Et dans ces webinaires, on met en face 3 ou 4 seniors qui ont participé à ça, donc qui sont vraiment, des personnes, qui connaissent les réalités, mais avec des jeunes à côté et des questionnements de jeunes. Et notre idée est d'arriver à ce que nous arrivions à transmettre cette complexité, mais en même temps cette utopie positive, réaliste, de qu'est-ce qu'il faut faire dans différents pays. Et avec les réseaux sociaux, comme vous disiez, la puissance des réseaux sociaux, au lieu de laisser ces réseaux sociaux dériver sur des choses plus ou moins, vous savez, le mauvais côté des réseaux sociaux, on essaye de leur communiquer une vision structurante, partagée, c'est-à-dire différents pays partageant cette vision. Et comme nous sommes absolument convaincus qu'on travaille déjà pour la génération qui arrive, que cette génération va peser forcément, eh ben, nous essayons d'être fidèles à nos recommandations, comme on avait fait. La jeunesse, on disait il faut aller vers la jeunesse, on va vers la jeunesse, mais à être à l'écoute, c'est-à-dire que c'est eux qui posent les questions, on les écoute et on donne les réponses, et en même temps on actualise les recommandations, puisque les choses changent toujours, mais en même temps on essaye de faire en sorte que ces jeunes deviennent, je dirais, par le fait de leur vote, je dirais, si je puis dire, non pas en fonction de telle ou telle personne, mais en fonction de telles personnes qui partagent telle vision, sur laquelle ils sont, on transforme la politique clientéliste en une politique stratégique. Et en même temps, on leur redonne de l'espoir. Parce que ce qu'on essaye de faire, et c'est pour ça qu'on est complètement apolitique, et ce qu'on essaye de faire, c'est vraiment, je dirais, donner des visions réalistes, et en étant convaincu que le potentiel est énorme. C'est-à-dire, partant d'où on part, si cette transformation au niveau régional, on arrive à la réaliser, ce qui est loin d'être hors de portée, parce que, je dirais, c'est plus une question. Alors là, je dirais, il y a 4 problèmes sur lesquels
on travaille. Oui. Amplification des investissements en infrastructure. Il faut les amplifier parce que ce que j'ai dit là, il faut le faire. Ce n'est pas des investissements énormes. Quand vous pensez, il faut avoir les ordres de grandeur en tête, quand vous pensez que les plans de relance post-Covid des pays de l'OCDE, c'est-à-dire les pays riches, représentent 7 200 milliards de dollars et que l'aide totale aujourd'hui, c'est 132 milliards, 7 200. Donc vous voyez qu'il y a vraiment des possibilités de trouver, d'avoir cet argent-là. La deuxième chose, c'est qu'il faut accélérer, parce que donner l'argent au compte-gouttes, on ne résoudra pas le problème, notamment des zones où il faut vite, je dirais donner des possibilités de subsistance aux jeunes. Je pense notamment aux zones maliennes ou aux zones de conflit sur lesquelles il faut vraiment réfléchir à les choses. Ça peut être même un revenu minimum pour pas que les jeunes aillent du côté djihadiste, n'est-ce pas? Donc amplifier. La troisième chose, accélérer les décaissements. Et la quatrième chose, c'est unifier. Et comment on peut unifier? On peut unifier uniquement si, au lieu que chaque bailleur de fonds ait ses idées, que ça soit une volonté africaine unifiée, sur une politique unifiée. Et c'est pour ça que nous travaillons... Matérialisée par l'intégration économique. Exactement, oui. Exactement. Qui exprime, voilà ce qu'on veut, voilà ce qu'on veut. Mais, et je terminerai là-dessus parce que c'est un point très important, et ne pas retomber dans les erreurs du passé. C'est-à-dire, les erreurs du passé, c'est de dire tel État va dire moi j'ai besoin pour faire tel projet, tel budget, etc. Donc de l'aide budgétaire. Nous sommes contre l'aide budgétaire. On pense que tous les États doivent payer leurs dettes comme n'importe quelle personne, parce que sinon ils vont perdre leur crédibilité. Il faut honorer ces dettes. Et donc mais par exemple, si nous devons comparer en le contextualisant, on a vu que l'Union européenne a contracté plus de 170 milliards. 70 milliards pour l'Italie, 50 milliards pour l'Espagne et pour la France 40 milliards. Mais l'endettement, il y a beaucoup d'autres pays qui respectent, mais toujours est-il que le problème doit se résoudre au niveau sous-régional. Si l'Europe essaie de résoudre ses problèmes à partir de l'Union européenne, l'Afrique aussi devrait, de cette même configuration, résoudre ses problèmes à partir de l'intégration africaine. Absolument, surtout qu'il y a beaucoup d'argent qui existe, plus qu'on ne croit, mais il est mal utilisé. Parce que si aujourd'hui l'argent, on l'utilise pour faire uniquement des immeubles, de l'immobilier, alors qu'il y a toutes ces possibilités à terme... Ça, c'est l'opportunité des dépenses. C'est l'opportunité des dépenses, absolument. Oui, ça pose problème également de votre point de vue. Alors, de mon point de vue, si vous voulez, ce qui pose problème, c'est pour ça qu'il y a un changement de mentalité nécessaire, c'est que ça pose un double problème. Le premier problème, c'est que l'État doit, au lieu de pénaliser le secteur privé ou de lui rendre la vie difficile, sachant qu'aujourd'hui, le secteur privé emprunte à 8% dans les banques, alors qu'en Europe, il emprunte à 1%. C'est-à-dire, il faut faciliter la vie au secteur privé. C'est-à-dire, les emplois, il faut bien comprendre une chose, c'est que c'est seulement le développement du secteur privé qui pourra l'assurer. Donc, l'État doit être un facilitateur et un complice. Un complice. C'est-à-dire que cette politique dont on parlait commerciale vis-à-vis de l'extérieur, où on va se protéger dans certaines filières, il faut le faire en complicité entre secteur privé et secteur public pour négocier. Pascal Pérou, secrétaire général du groupe Initiative Afrique, think tank africain. Pascal Pérou, vous parlez de cette jeunesse. Aujourd'hui, oui, le moyen par lequel cette jeunesse devrait aboutir, c'est la connaissance. Nos universités sont devenues ce qu'elles sont devenues. Avec ce qui se passe présentement à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, aujourd'hui, quelle analyse faites-vous de la situation de cette jeunesse dans le temple du savoir? Alors, je pense que effectivement, les formes d'éducation aujourd'hui, qui sont très académiques, sont importantes, mais et c'est bien que le niveau de qualité existe, comme je pense qu'à un moment donné, l'université de Saint-Louis, par exemple, qui était exemplaire, mais que ça ne peut pas suffire. Mais qu'il faut avoir une éducation qui soit, je dirais, qui donne un métier et qui soit plus centrée sur l'entrée active, l'entrée dans la vie active. Et mais comment relever le défi de la transmission du savoir dans des conditions pareilles? Je pense que, si vous voulez, de ce point de vue-là,
comment dire, là encore, je crois que le secteur privé est la solution. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, le secteur privé il peut se composer schématiquement de deux choses. La première, ce sont les entrepreneurs, ceux qui ont vraiment l'esprit d'entreprise. Ces entrepreneurs, ils prennent n'importe quel, ils observent, ils prennent n'importe quel type de service ou de produit, ils construisent quelque chose, ils observent, ils s'adaptent à la réalité, ils grandissent. Pour ça, il faut aider ces gens-là. C'est-à-dire que ça prend un certain temps de construire. Mais il y a des entrepreneurs, de très bons entrepreneurs, c'est-à-dire il faut donner à l'informel la possibilité que ceux qui ont la capacité de se développer se développent. Donc ça, c'est un premier gisement de possibilités d'emploi indispensable. Donc ça, c'est pour un. La deuxième, ce sont des entreprises plus importantes qui peuvent, parce que les entreprises, quand elles se développent, elles embauchent. Donc tout le monde ne peut pas être entrepreneur. Mais si les jeunes, finalement, ont cette possibilité d'être embauchés, c'est aussi l'autre façon de régler le problème. La troisième, c'est que je crois qu'aujourd'hui, les choses changent avec le numérique. Les choses, même au niveau des mentalités, c'est-à-dire que les possibilités du numérique, où les Africains sont très subtils, sont très forts là-dedans, peuvent ouvrir aussi des possibilités, je dirais là aussi, de créer des choses innovantes et de le permettre. Et je crois enfin, et ça c'est un dernier point que je pense important, c'est qu'il faut aussi que la mentalité des jeunes change, c'est-à-dire que faire des études en se disant je vais avoir un poste à 1 million CFA ou 2 millions comme ça d'emblée, ça tant que le tissu économique n'a pas augmenté, ça sera un nombre toujours réduit. Par contre, aujourd'hui, c'est l'avenir, c'est d'abord de faire venir aussi des entreprises de l'étranger. Il ne faut pas avoir peur des entreprises de l'étranger et qu'elles viennent en co-investissement ici, parce qu'elles apportent non seulement des savoir-faire, mais en même temps, elles apportent des exigences qui font que même par rapport à l'État, qui a tendance à ne pas faciliter, vous voyez ce que je veux dire, ou avoir des contrôles fiscaux, etc., ça permet aussi de défendre mieux le secteur privé national. Donc l'idée, c'est d'avoir cette idée de tout ce dont on a parlé d'opportunités là, ça va intéresser aussi des gens qui ont des financements. Donc il faut encourager l'investissement privé ici, même d'entreprises européennes. Mais là, il faudrait que l'environnement des affaires soit assaini. Voilà. Et c'est pour ça, on revient au problème de l'écosystème et de la responsabilité des États. Vous avez décliné deux écosystèmes, notamment les investissements, mais aussi le financement de notre économie. Mais aujourd'hui, un point fondamental, c'est la bonne gouvernance. Tout ce que vous avez expliqué, développé, ne peut se résoudre que dans le cadre de la bonne gouvernance. Nous sommes totalement d'accord là-dessus. C'est-à-dire que la bonne gouvernance est la condition nécessaire, même si elle n'est pas suffisante. Mais elle est absolument nécessaire. Et donc, mais d'un certain côté, soyons optimistes. C'est-à-dire que si la gouvernance actuelle, qui est bloquée, qui n'est pas satisfaisante, perçoit, comprend, adhère à cette idée que, bon, je dirais, c'est pas uniquement la rente qui vous fait vivre, et la rente a ses limites, et ça va être l'explosion, mais si elle commence, les masses critiques de gens qui réfléchissent, les votes des jeunes, commencent à comprendre qu'il y a d'autres solutions, et que ces solutions, ce ne sont pas des solutions utopiques, ce ne sont pas des promesses électorales, c'est des vraies possibilités, des vraies réalités, et s'il y a des leaders qui expriment ça, eh ben, peut-être que ça sera avec un changement de génération, mais je pense que l'Afrique peut avoir un très grand destin. Un très grand destin, dites-vous, parce que nous avons commencé par expliquer les politiques publiques, mais sous l'angle de la jeunesse également, avec des problématiques comme l'accès à l'emploi, mais aussi il y a des problèmes de sécurité, il y a également le commerce international, mais Pascal Ferrou, c'est la dernière question, tout ça ne devrait se faire que dans le cadre d'un État. Faudrait-il finalement refonder l'État ou quelle est la réponse?
Vous avez raison. On a absolument besoin d'un État. On a besoin d'un État développeur. On a besoin d'un État éclairé. On a besoin d'un État qui comprenne l'intérêt de la région et qui ne parle pas de la région en termes affectifs et émotionnels, mais qui comprenne que c'est à travers la région que chaque pays va se développer, va développer son économie et que ça va leur permettre de mieux dormir la nuit que d'avoir les gens dans les rues. Donc, oui, ça prendra du temps peut-être, mais il n'y a pas d'autre voie. Donc le plus tôt c'est compris, et je crois le plus tôt ça sera mis en place. Parce que effectivement, ce que vous dites est juste. Cette coordination, il faut en fait faire tout en même temps. C'est le principe de concomitance. Il faut faire les investissements en synergie des corridors, parce que chaque fois que vous ouvrez un corridor, c'est 2 pays ou 3 pays qui sont réactivés. Donc cette combinaison d'investissements structurants, le mot structurant est important, c'est-à-dire que d'abord c'est de l'argent qui arrive, qui permet de faire les travaux, mais qui en même temps a un sens économique, de petits métiers, pousser les petits métiers partout, c'est-à-dire faire en sorte que tout le long de ces corridors, on crée tous les petits métiers on crée tous les emplois, on a cette idée de l'emploi toujours en tête. Donc ça, l'État peut le comprendre aussi, de même que les investissements structurants. Faire une politique de justement les douanes qui sont mises dans les ports et les aéroports et tout le reste qui est fluidifié, il faut que ça soit la volonté politique, il faut qu'ils le comprennent. Parce qu'il va falloir l'imposer, parce qu'il y a effectivement des petits centres d'intérêt, je dirais, qu'il faut arriver à contrer. Mais je pense que même dans les postes de douane, vous avez des douaniers modernes, des douaniers 2.0 aujourd'hui qui peuvent comprendre. C'est-à-dire, tout le monde a intérêt à y gagner. Un petit nombre doit faire quelques sacrifices par rapport aux habitudes, mais tout le monde a intérêt à gagner. Et le dernier point, c'est la politique générale au niveau, je dirais, comme on le disait, protection douanière, pour permettre de construire ces avantages comparatifs, permettre de développer la transformation locale, qui est parfaitement possible, mais c'est une politique de coordination. C'est-à-dire, il faut définir quelles sont les filières qui sont rationnelles dans les différents pays, et puis protéger. Oui. Donc, voilà. Oui, un État développeur, un État éclairé, mais la question reste entière. Faut-il un État renforcé ou refondé? Je dirais un État éclairé, rigoureux, qui comprenne que l'intérêt national, l'intérêt général, c'est qu'il arrive à travailler complètement en accord avec son secteur privé et que c'est dans le secteur privé que doivent se faire les principaux investissements. La refondation de l'État ici n'est pas nécessaire, selon vous? La refondation de l'État, à partir du moment où on pratique un principe de compétence, c'est-à-dire que là aussi ça fait partie des réformes de l'État dont on a besoin, oui. C'est-à-dire un principe de compétence, une unité de vision et une compréhension, je dirais, de l'importance que peut avoir le secteur privé pour l'avenir. Je vois un peu c'est ce qui se passe, je suis désolé de faire une parenthèse, mais je vois ce qui se passe aussi au Bénin. Bon, alors on critique, ils ont diminué les droits de l'homme, etc. En tout cas, le pays commence à se développer parce que l'importance d'une vision du privé, là, il se trouve que cette vision du privé, elle est aussi, elle détient, je dirais, elle a ses limites aussi. Elle a peut-être ses limites, oui. Mais il faut marcher sur les 2 pieds. C'est ça. C'est-à-dire qu'à travers un dialogue public-privé et des gens, il y a peut-être des problèmes de génération, aussi des gens qui comprennent mieux tout ce qu'on vient de dire là et qui comprennent mieux que c'est dans ce dialogue et dans cette facilitation du public et du privé que réside la solution. D'ailleurs, tous les pays qui ont réussi... Au départ, c'était le général Lamine Cissé avec des thématiques majeures et non des thématiques mineures, des questions à enjeu, mais oui, parce qu'il faut un homme d'État pour piloter tout ce que vous avez décliné ce dimanche. Alors, Pascal Feyrou, un homme d'État suppose quoi, finalement? Un homme d'État suppose aujourd'hui, d'une part, d'avoir, c'est ce que je parlais en termes de problème de génération, d'avoir une compréhension de l'économie moderne au niveau qui convient, et en même temps d'avoir la capacité de la communiquer, de la transmettre et de l'imposer, parce qu'on passe forcément par des changements d'habitude. Oui, un homme d'État qui pense
à son pays, au développement de son pays, et non un homme politique qui ne pense qu'aux élections à venir. Ça a été un plaisir, Pascal Féroux, pour rappeler que vous êtes le secrétaire général du groupe Initiative Afrique, qui est un think tank africain, mais le prétexte a été ce colloque qui a été organisé au Sénégal, ce colloque international dédié au général Feu Lamine Cissé. Merci encore, Pascal Féroux. Merci beaucoup et merci d'avoir évoqué la mémoire du général Cissé, pour lequel j'ai énormément d'amitié, de considération, et que je considère comme, quand vous parliez d'intégrité, de vision, de sens de l'État, c'est très bien de conclure sur lui, parce que c'est ce genre et d'ouverture au monde et aux autres, c'est ce genre de profil dont l'Afrique a besoin. Dont l'Afrique a besoin, c'est le mot de la fin. Ça a été un plaisir et merci de nous avoir consacré 1 heure pour parler du général Lamine Cissé autour de thématiques qui intéressent l'Afrique, qui intéressent le monde. Mesdames et messieurs, ça n'est tout. Merci de nous avoir suivis. Excellente suite de programme sur la 98.5. Également, un grand merci à l'équipe technique à la tête de laquelle il y avait Alun Badra Sosé et Papa Dio. Au revoir et à dimanche prochain. Merci beaucoup.